Hier, c'est marrant, on s'est posé un peu la question parce que hier, il y avait le Community Shield, donc c'était un peu le début des matchs européens. J'ai demandé à chacun, tiens, quel championnat allez-vous suivre cette année? Personne ne m'a cité en un la Bundesliga, Pollock. Quels sont les arguments que tu aurais pour nous dire cette année, il faut absolument se concentrer sur l'Allemagne? Bah, c'est pas forcément faux. On sort d'une saison assez compliquée quand même pour les clubs allemands en Europe, par exemple. On sort d'un mercato, enfin, qui n'est pas complètement fini, où la Première Ligue n'a jamais fait autant d'emplettes que les années précédentes. C'est-à-dire que c'est aussi paradoxal. C'est-à-dire que la Bundesliga a fait une mauvaise année européenne et la Première Ligue, qui a le plus d'oseille, est allée se servir en priorité en Bundesliga. Donc c'est quand même assez impressionnant, mais ça parle aussi pour la Bundesliga aussi. Ça veut dire qu'il y a des talents, pas assez reconnus peut-être. Moi, je suis La Bundesliga est en train de devenir un vivier plutôt qu'un leader. Ben, le problème, c'est que les Allemands, et là c'est l'hypocrisie allemande sur son modèle, c'est qu'ils sont tellement hors de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que leur priorité c'est d'équilibrer les comptes, etc. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus concurrencer la Première Ligue au niveau du chiffre d'affaires, sans parler évidemment des spécificités des investisseurs anglo-saxons en Première Ligue et étrangers. Je précise aussi que la Bundesliga ne se fait pas choper par le fair play financier comme la Première Ligue, faut pas l'oublier non plus ça. T'as raison. Et bah non, mais c'est vrai, ça fait partie on est toujours en train de critiquer l'Italie, voire l'Espagne, mais en tout cas la Première Ligue, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sortent en France pour épingler la gestion des clubs anglais, quoi. Donc, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais l'Allemagne est assez hypocrite parce que, mais en fait, c'est pas que. J'en ai discuté avec différentes personnes. En fait, ils sont tellement conscients qu'ils ne peuvent pas rattraper la Première Ligue qu'ils sont toujours très contents d'être dans le top 4 européen. Et comme le modèle systémique fait que tu sois quatrième, troisième, deuxième ou premier, ça ne change fondamentalement rien au football européen, bah eux, ils restent dans leur logique de gérer correctement leur compte. Et ça devient parfois un peu pénible parce que plutôt que de se faire piquer et critiquer et que le remplacer par Burkhardt, t'aurais aimé que Francfort conserve son ossature vraiment et puisse aller chercher peut-être 2 joueurs d'expérience qui auraient pu être utiles en Ligue des Champions. On peut penser à Mayence aussi qui disputera le tour préliminaire en Europa Conference League qui justement perd Burkhardt pour le remplacer par un jeune qui est très bon, qui est Viper mais qui n'a que 20 ans. Et on aimerait parfois, si tu veux, plutôt que les managers nous sortent 10, 15, 20 millions d'euros de gains chaque année, que ces 10, 15, 20 millions d'euros, comme avant la période Covid, soient réinvestis dans des joueurs pour être, j'ai envie de dire, plus concurrentiels, tout en sachant que la situation n'est pas critique, quoi. Je veux dire, l'Allemagne, c'est pas la N1, quoi. En France, on est forcé de vendre des joueurs. En Allemagne, ils sont pas forcés. C'est un choix stratégique qu'ils font. Oui, c'est-à-dire que si on se concentre sur le mercato, on constate beaucoup de départs, mais finalement, si on veut s'amuser à faire une liste de joueurs qui arrivent en Bundesliga, c'est pas lourd. Évidemment, il faut toujours regarder du côté du Bayern, ce qui est un peu dommage, avec une mini polémique en Allemagne sur Luis Diaz, et puis parce que je vous rappelle que la priorité des priorités, c'était Wirtz quand même. Hein. Oui. Donc il y avait un très beau papier il y a une quinzaine de jours sur Kicker, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui disait second choix et joueur de première classe, quoi, point d'interrogation. Donc on ne sait pas ce que va donner. C'est profil pour moi les deux. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais au-delà de ça, c'est la qualité individuelle du joueur. On se dit pour la Bundesliga, ça va, mais pour dépasser le stade des quarts de finale en Europe, pour le Bayern, qui est quand même important, parce que le Bayern réclame tout le temps, en tout cas les supporters, d'être aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, d'être toujours en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est une véritable plus-value l'arrivée de Diaz? Gros point d'interrogation en Allemagne. Ouais. D'ailleurs, le Bayern, est-ce que c'est pas un peu le pavillon témoin de ce qui se passe en Allemagne? C'est-à-dire, l'an dernier, en Ligue des Champions, pas fameux. Coupe du Monde des clubs, récemment, pas fameux. Malgré tout, même s'ils tombent les armes à la main sur les 2 matchs. Hein. Oui, d'accord. Contre l'Inter, je trouve qu'ils font un super match au retour. Contre à l'échelle du Bayern. Oui, mais et contre le PSG à la Coupe du Monde des clubs, je trouve que pendant 60 minutes, ils sont au-dessus du PSG. Qu'est-ce que tu en penses, Polo? Le Bayern, il ne faut pas oublier que depuis 2 ans, ils sont dans une logique de restructuration financière très importante avec cette fameuse phrase il faut être innovant. Quand on dit il faut être innovant en Allemagne, c'est-à-dire qu'on cherche de l'oseille. Donc le Bayern est évidemment un club très bien géré, mais le problème du Bayern Munich aujourd'hui, ce n'est pas d'écraser les clubs moyens en Europe, c'est de rester concurrentiel par rapport au PSG, par rapport aux grands clubs de Première Ligue et au Real et au Barça, quoi. Je mets le Barça à côté, je cite le Barça par rapport à sa
puissance, mais on connaît les problèmes du club catalan. Donc c'est le problème du Bayern, c'est de ne pas être, ou Lyonnais, c'est toujours ça depuis 40 ans, c'est de ne pas être déclassé en Europe. Et donc on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus, que les masses salariales sont toujours en train d'augmenter. Et je vous rappelle que l'Allemagne, sauf quelques clubs particuliers comme Leverkusen, Wolfsburg ou autres, sont des clubs qui ne fonctionnent en économie réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gars qui vont débarquer en filant 100 millions comme ça pour acheter un grand joueur. Donc il faut que le Bayern trouve des solutions. Depuis 2-3 ans, il se tourne de plus en plus vers la formation. C'était un peu quelque chose qu'on avait perdu de vue en Bavière. Et donc ça montre aussi peut-être aujourd'hui les limites entre guillemets du Bayern Munich. Mais le problème, c'est qu'on se focalise sur la question actuellement. Mais en fait, ça fait 40 ans que les Bavarois ont toujours ce même problème. Avant, c'était les clubs italiens, il fallait concurrencer les clubs italiens, rester concurrentiel. Aujourd'hui, c'est la Première Ligue, etc. C'est un vieux serpent de mer. Le problème, c'est que le Bayern l'utilise toujours un petit peu pour se plaindre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, lorsque tu vois les 18 clubs de Bundesliga, on peut être très content de la densité des clubs allemands, sauf qu'il y en a un seul qui peut vraiment performer en Europe. C'est-à-dire la finale de Dortmund il y a 2 ans, ça reste entre guillemets une surprise. C'était même une belle surprise parce qu'on savait pas à chaque fois qu'ils allaient faire un match, s'ils allaient faire un bon match ou pas. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'année dernière d'une façon assez chanceuse entre guillemets en faisant une fin de championnat qui était extraordinaire. Francfort, ils étaient il y a 2 ans en 8e de finale de Ligue des Champions, on ne sait pas ce que ça va donner. Leipzig est dans une restructuration totale, ils ont acheté que des joueurs de 18 à 20 ans très avec de grands talents, mais évidemment, tu vas pas battre Manchester City ou le Real avec des gamins de 18 ou 20 ans si tu étais en Europe, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Leverkusen, évidemment, a tourné la page de Xabi Alonso et commence avec Ten Hag, qui sont en train d'espérer de retrouver le modèle de l'Ajax. Donc, si t'es le modèle de l'Ajax, t'es en 16e de finale de Ligue des Champions, t'es pas au-dessus. Hein. Il faut être sérieux. Tiens, parlons de Leverkusen un peu, Polo, moi, parce que ça m'intéresse. Ouais. La transition, là, elle est brutale, non ? Elle est logique surtout. Ouais, t'as raison, elle est brutale, mais elle est aussi logique par rapport au moment où tu perds Wirtz, qui est parti pour beaucoup d'argent. Évidemment, je sais plus, 125 millions avec des bonus. Quand tu perds Frimpong, Xhaka, évidemment, qui était considéré, on l'oublie, mais comme un peu la pierre angulaire du projet. Hein, donc ça va être compliqué. On perd Radecki, mais c'était pas extraordinaire au niveau des gardiens. Tu penses quoi de Radecki, toi ? On a fait un gros débat à Monaco, nous on n'est pas emballé. On n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. En Allemagne, ils considèrent que c'est dommage qu'il parte parce que c'était un mec super sympa. Ah ouais. Est-ce que ça reste un bon gardien ? Ça, c'est une autre question. Il a fait dans sa carrière pas mal de boulettes. Moi, j'ai jamais vraiment compris à Leverkusen pourquoi il était indiscutable au poste de numéro 1, même si on l'a mis en concurrence un petit peu sur sa fin de carrière l'année dernière. C'est quelqu'un de très professionnel qui n'hésite pas à dire ce qu'il y a à dire dans le vestiaire, mais comment je pourrais dire, je comprends pas qu'un club comme Leverkusen, qui avait des joueurs comme Wirtz et tout ça, ne décide pas d'investir d'une façon plus importante sur un vrai bon gardien. On pense la même chose de Monaco, nous. Voilà. Et bon, ils ont perdu Jonathan Tah, mais Jonathan Tah, évidemment, qui est parti au Bayern, mais Jonathan Tah, on ne sait jamais. Badé, le français de Séville, pourrait arriver à Leverkusen, ce que nous disait Fabrice. Ouais, on parle aussi j'ai vu, il y a Lindelof, là, je crois, de Manchester United et tout ça, mais bon, tout ça, moi, c'est des rumeurs, Frimpong. Et donc j'attends de voir. Pardon ? Il y a Frimpong aussi. Il y a Frimpong qui est parti, donc on tourne la page et on recommence un vrai cycle. Mais en fait, Leverkusen est revenu à son statut initial, qui est d'outsider de la Bundesliga et qui va tenter de se qualifier pour une coupe européenne chaque saison. Donc moi, j'ai envie de dire que on est un peu dans le même schéma que l'année dernière. Mais on a le droit d'avoir des bonnes surprises. Et moi, ce que je vois surtout, et c'est un truc que je dis tout le temps, mais comme toutes les équipes ne sont pas en Europe, c'est que chaque année, le chiffre d'affaires global de la Bundesliga augmente. Je vois la densité. Moi, tu vois, je flippe comme un fou cette année pour Union Berlin. Il y a une grosse chance qu'ils descendent, alors que ça fait maintenant 7 ans qu'ils sont en Bundesliga. Quand tu vois Cologne, il y a Hambourg qui revient. Alors ça, c'est vraiment pour les amateurs de la Bundesliga et du football européen qui connaissent un petit peu l'histoire, ça fait un bien fou de 2 clubs de plus de 50 000 places qui vont revenir. Donc on va avoir, à mon avis, cette année, on n'en était pas sûr l'année dernière, mais un Bayern qui va sûrement se balader, à mon avis. Ah oui. Mais on a le droit d'avoir une bonne surprise du côté de Dortmund. Leipzig, c'est une vraie interrogation.
Leverkusen, évidemment, on espère que ça va fonctionner avec Ten Hag. T'as pas un petit club que tu te dis, celui-là, ça peut être le club surprise du podium Ah, podium, non, je vois pas. Non. Là, sur ceux que je viens de dire, j'espère que Francfort va continuer à augmenter. Mais ce qui m'embête, Gilbert, c'est pas le niveau de la Bundesliga à ce niveau-là, parce que moi, je vois aussi les clubs qui finissent 12e, 14e, ou qui font des transferts à 20 millions et tout ça. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Des joueurs qui partent, je vois la qualité à ce niveau-là. Ce qui m'embête, c'est qu'en haut du classement, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas, et ça c'est pareil, c'est Kicker qui avait fait un dossier il y a une quinzaine de jours, on a l'impression qu'il y a personne qui veut embêter le Bayern. Et ça, ça commence à devenir récurrent. C'est même pas l'ultra-domination qu'il y soumission a au eu. Bayern, en fait, permanente. Quoi. Mais justement, Oui. Polo, tu l'as évoqué. Justement, moi, il y a un club, moi, son activité sur le marché des transferts. Bon, même s'ils ont quand même mis 40 millions sur un joueur, mais c'est le Borussia Dortmund. Notamment sur le secteur défensif, parce que là, j'ai regardé dans. Ils reprennent Hummels, là Non, c'était juste pour un adieu. Ah oui, d'accord. Non, j'ai mais eu peur. avant le début du championnat, moi, l'état de la défense centrale, elle m'inquiète. Comment je pourrais dire, moi, c'est pas forcément la défense centrale qui m'inquiète, c'est plus le projet global là au Borussia Dortmund. C'est-à-dire que Niko Kovac a quand même fait, et ça, il faut lui porter crédit, un excellent boulot l'année dernière pour aller chercher la place, encore une fois miraculeuse, en Ligue des Champions. Pendant un long moment, on a pensé qu'il n'était pas en Ligue des Champions. Ce que je vois, c'est que alors, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui critiquent Watzke, l'actuel président du Borussia Dortmund, parce qu'il va bientôt passer la main, etc., et qu'il est peut-être un peu trop gestionnaire. Mais il faut comprendre pourquoi il est trop gestionnaire. C'est que c'est quelqu'un, tu t'en rappelles, Gilbert, dans les années 90, lorsque le Borussia Dortmund a failli disparaître de la carte du football européen parce qu'il a failli être en liquidation judiciaire. C'était à l'époque de la victoire en Ligue des Champions. Et Watzke, il s'occupait, lui, de trouver le peu de pognon qu'il y avait à l'époque. Et tout le monde l'a oublié. Il était Schatzmeister à l'époque, comme on dit. C'est celui, en fait, qui faisait le boulot entre le club et les fournisseurs, par exemple. Et il savait très bien que les fournisseurs tapaient à la porte pour se faire payer et tout ça. Donc lui, il est dans cette logique-là. Il a fait un club qui est extrêmement rentable aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on voudrait... Mais c'est aussi le problème du football européen. Quand vous êtes le top 10 européen, c'est quoi le top 10 européen? Vous êtes content d'être chaque année en huitième de finale d'être Ligue des Champions ou vous espérez un jour aller en quart? C'est-à-dire que le modèle, pour moi, le modèle allemand est très parlant de ce qui se passe en Europe, en fait. C'est quasiment tout figé, tout est figé. Et donc, à quoi ça sert de passer de la 16e à la 8e si tu dois dépenser 150 millions sur les marchés des transferts au risque de mettre ton club en danger? Moi, c'est plus un problème systémique qu'un problème allemand. Et par contre, les Allemands, avec leur fameuse règle du 50+1, et je finirai là-dessus, Gilbert, c'est qu'on parle de plus en plus en Allemagne de nouveaux droits de la Ligue allemande pour contrôler les investisseurs qui arrivent, tellement il y a du bordel. Donc c'est aussi un débat qui n'existe pas en Europe. C'est un truc spécifique à l'Allemagne. C'est-à-dire ce qui s'est passé au Hertha Berlin. On a ouvert. Le Hertha Berlin, ouais, mais regardez la situation du foot français aussi. C'est-à-dire tout le monde trouve que c'est génial quand il y a un nouvel investisseur qui arrive, il a plein de pognon, mais c'est quoi le bilan derrière? Regardez ce qui se passe au Hertha Berlin, ils sont en seconde division, on sait même pas s'ils vont finir la saison. Là, il y a Munich 1860, le club historique de Munich, qui a de gros problèmes avec son investisseur, et ils savent pas ce qui va se passer. Donc au bout d'un moment, il va peut-être falloir réguler, je m'excuse de parler comme un sale gauchiste, de dire, les gars, ça suffit, l'argent facile, l'argent roi, le ceci, le cela. Très bien, si on veut un championnat qui, de mon point de vue, ne ressemble à rien, c'est la Première Ligue, parce qu'il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a que la même chose, il y a les meilleurs joueurs du monde, ok, mais il n'y a pas d'identité de jeu, à la différence de ce qu'arrivait à faire l'Italie avant, l'Allemagne dans les années 70 et début des années 80, l'Espagne qui travaillait beaucoup sur la formation quand il y avait de l'argent. Voilà, c'est ça. Maintenant, ce débat, si je suis le seul à en parler, c'est pas intéressant, quoi. Non, mais après, Polo, Gilbert, on a parlé. Est-ce que le Bayern le représente et l'incarne? Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être en minorité par rapport à cette vision que tu as, quand tu vois notamment la réalité économique, la force de frappe de la Première Ligue, les deux Espagnols, même si le Barça, tu l'as évoqué avec un astérisque, est-ce que c'est audible aujourd'hui dans l'Europe du football et dans ce caractère compétitif que ça peut représenter? Alors, ma parole n'est pas si importante. Tu sais, j'ai pas vocation à être le mec le plus... c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Tu parles quand même à la première radio de France. Hein.
dans la Oui, première défense. d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi des gens qui sont en place et qui savent très bien comment orienter des marchés, etc. Je veux dire, encore une fois, s'il y a des clubs de première ligue qui me disent, ils se font choper par le fair play financier, il y a quasiment aucune sanction. C'est quoi, c'est 20 millions qu'a dû payer Chelsea? Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on les empêche pas d'être en Coupe d'Europe pendant 5 ans? Il suffisait de voir les transferts il y a encore 2-3 ans de Nottingham Forest. N'importe quel gars, t'as pas besoin d'être un spécialiste en expert comptable pour voir qu'il y a un problème. Le mec, il dépense plus d'argent que son chiffre d'affaires réalisé. Ben, au bout d'un moment, il y a des réalités. Ou alors on laisse le truc open comme on veut, mais il faut pas se plaindre des conséquences. C'est pour ça que moi, parfois, je râle après la corporation des journalistes. Il faut pas mettre 25 ans pour se rendre compte de ce que ça fait un marché libéral quand tu l'ouvres à toutes les portes, quand tu ouvres toutes les portes. Il faut voir les conséquences que ça a derrière. Je le dis toujours, hein. Pourquoi les pays nordiques ont disparu du football européen? Pourquoi les pays de l'Est ont disparu du football européen? Pourquoi la Russie a disparu du football européen? Pourquoi l'ex-Yougoslavie n'existe plus? Pourquoi la Suisse n'existe plus, etc. Donc, mais on me dit, ah, mais non, c'est fabuleux. Ben, ok, bon, ben, très bien. Mais moi, audible, la question, je vais pas prendre le discours, mon cher Elton, de gens qui sont, entre guillemets, mes ennemis en économie et en politique, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, on retrouve un Polo fidèle à lui-même, il a changé de région, mais il est resté le même. Ouais. Merci pour ce préambule de la saison de Bundesliga. On se retrouve dans quelques jours, Polo, évidemment, pour faire le point sur tous les dossiers. d'Allemagne ce week-end, non? Oui, tout à fait. Bon, on va suivre ça. Merci, Polo. Merci à vous.